Bonjour Jeannette Bougra, merci d'être notre invitée. Votre livre s'appelle Ma République se meurt. Il est publié chez Grasset, il fait déjà beaucoup parler de lui. Évidemment, vous avez dirigé la HALDE, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Et puis vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, comme on dit, vous balancez, vous dites tout. Et vous dites surtout que la République et la laïcité, eh bien, c'est en train de partir en lambeaux. Je pense qu'aujourd'hui, l'école est fortement inégalitaire. Voilà. Ouais. Elle est fortement inégalitaire et quand vous êtes enfant d'ouvrier, eh bien, les statistiques le montrent, eh bien, vous avez moins de chances de réussir grâce à l'école. Et on se rend compte que quand vous êtes enfant d'ouvrier, enfant issu de familles monoparentales, avant de rentrer au collège, eh bien, vous avez une année ou voire 2 années de retard. Ouais. Mais alors, vous vous battez, vous le racontez dans ce livre, votre parcours pour y arriver, c'est très dur. Vous avez alors à l'UMP, puisque donc on va brûler les étapes, vous arrivez à l'UMP, il y en a qui vous surnomme bout de gras. Il y en a un autre qui vous dit un jour, toi, de toute façon, tu es né en France, mais tu ne seras jamais française parce que ton sang est étranger. Oui, mais ça, je vais vous dire, je l'entends depuis que je suis petite. C'est-à-dire que l'UMP ou les partis politiques ne sont que le reflet de la société française. Et moi, je raconte ce que j'ai vécu à l'intérieur de l'UMP, mais moi, j'ai des copines au PS ou des copains. J'ai une copine qui est élue du 16e arrondissement, on l'appelait la gauche tagine. Il y a ce reportage, vous savez, où il y a Manuel Valls qui est dans sa circonscription et on le suit, il ne se rend pas compte que le micro est branché. Il dit, il n'y a pas assez de blanco. Donc, moi, ce que je crois, c'est que l'UMP est le reflet de la société et qu'on n'en a pas totalement fini avec les stéréotypes, les clichés, les discriminations et le racisme. Oui. Mais je ne suis pas une victime, moi. Oui, mais enfin, on vous traite quand même, évidemment, de fille de traître. Ça, vous l'entendez. Ça, je l'entends. Quand Nicolas Sarkozy vous remet la médaille du mérite, il oublie de dire que votre père s'est battu pour la France, il était harki, mais il ne le signale pas. Oui, mais je veux vous dire quelque chose. Je dois toutes mes promotions à Nicolas Sarkozy. Et en même temps, pendant que je défends ce livre, parce que c'est un livre d'une femme militante, d'une femme française d'origine arabe, et je dis que mon féminisme est arabe, j'ai eu à défendre sur des plateaux télé, et on m'a sorti la même chose, et c'était des journalistes. Donc je peux vous dire, fille de traître, ou on m'a dit que les harkis avaient torturé, donc c'était normal le traitement qui leur a été fait. Ça, vous avez une boule au corps, ça vous fait mal, parce que mon père, pour qui j'ai une admiration sans limite, eh bien on le remet en cause. Donc cette histoire des harkis est en moi, c'est ce que m'ont légué mes parents, c'est ma faiblesse et ma force. Ma faiblesse parce que quand je vois mes parents qui ont perdu leur famille en Algérie dans des conditions atroces et que mon père qui a 80 ans pleure encore son père et de me dire est-ce qu'un jour mon père sera heureux et en paix, eh bien je crains que non. Et en même temps, si j'ai pu en arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie de me battre pour lui. Voilà. Vous vous battez. Au passage, vous avez gratigné certains ou certaines, notamment Rachida Dati, à un moment vous dites elle a fait de la diversité son fonds de commerce, elle vous fait pas de cadeaux. Mais personne ne m'a fait de cadeau. Personne ne m'a fait de cadeau. Et j'attends pas qu'on me fasse de cadeaux dans la vie. C'est ce qui fait sans doute aujourd'hui la différence. Aujourd'hui, je pense pas qu'on va me tendre la main. Je vais en avant. Oui, mais vous dites pas Louis Chatel, qui est votre ministre de tutelle, lorsque vous devenez ministre, vous dites il ne cesse pas de me mettre des bâtons dans les roues. Oui, mais ça, c'est la triste vie des secrétaires d'État. Quand on a un ministre de tutelle, tous les secrétaires d'État ou tous les ministres délégués en ce moment dans le gouvernement vous expliquent qui sont les souffres-douleurs de leur ministre de tutelle. Je lisais un portrait du directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault qui engueule les ministres. Donc vous voyez, apparemment, c'est la pratique du pouvoir. Un jour, vous dites à des journalistes, parce qu'il y a des manifestations en Égypte, vous dites Ben Ali, pas Ben Ali, mais en l'occurrence c'était Moubarak, doit partir. Et là, vous vous faites convoquer à Matignon, vous vous faites engueuler par Claude Guéant qui dit des gens comme vous, ça suffit, il faut vous taire, vous menacez de démissionner, ils ne veulent pas, vous menacez de parler à la presse, ils ont peur. Oui, mais c'est moi qui n'ai pas parlé à la presse parce que je n'avais aucune raison de parler à la presse parce que au lieu de dire il y a au moins quelqu'un qui est visionnaire et après tout quelqu'un qui est en train de tuer sa jeunesse, quelqu'un qui a été depuis 30 ans au pouvoir, qui a appauvri l'Égypte parce que 50% de la population est sous seuil de pauvreté, quand je dis Moubarak doit partir, et ça n'avait rien de choquant, sincèrement. Personne ne pourrait accepter dans une démocratie que quelqu'un reste au pouvoir 30 ans. Et on vous demande de vous taire, Nicolas Sarkozy. Mais c'est pas ça parce que je l'avais dit, c'était repris dans Le Monde, mais le traitement qui a été fait par la presse en France, c'était la boulette, la bourde, la gaffe, et personne, 10 jours après, il partait, Moubarak. Moi, j'ai refusé, à partir du moment... Et quand je me suis exprimée, j'avais sans doute oublié que j'étais ministre d'un gouvernement, je m'exprimais en tant que femme, en tant que jeune femme à 38 ans, c'est peut-être un peu moins sûr,
mais je sais ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc c'était une sorte de cri du cœur, comme est ce livre, un cri du cœur. Mais généralement, on n'est pas suivi. Quand, la veille des élections législatives en Égypte, je disais qu'on ne devait pas faire de compromis avec les islamistes, pas l'islam, parce que moi je suis de culture arabo-musulmane, mais l'islamisme, c'est-à-dire l'instrumentalisation à des fins politiques d'une religion. Eh bien, c'est pareil. Allez, rebelote. Là, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, parce que dans votre livre, vous dites qu'il n'y a pas d'islamisme modéré, ça n'existe pas. Ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, qu'est-ce que vous en dites? Ces gens dans la rue aujourd'hui, Enarda au pouvoir? Moi, j'ai toujours été du côté des laïcs et je regrette que les gouvernements successifs, depuis la chute de Ben Ali, trouvent rien de mieux à faire qu'à féliciter Ennahda, qu'à inviter Marzouki à l'Assemblée nationale. François Hollande, il y a 3 jours au Parlement européen, disait que c'est un exemple, la Tunisie. Alors, excusez-moi de vous dire que quand même, quand la femme devient le complément de l'homme, pas l'égal de l'homme, alors qu'on a fêté... Ça, c'était dans la Constitution, mais Marzouki a dit que c'était une maladresse. Oui, c'est une maladresse. Alors, on viole un principe, un standard universel qui fait que la femme est l'égale de l'homme, c'est une maladresse. Excusez-nous, hein, c'est pas... Oui. Mais comment Mais il ne peut-on peut pas y avoir penser... des islamismes modérés? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'islamisme modéré? Mais j'y crois absolument pas. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, j'aime beaucoup, c'est l'idée d'une charia light aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une lapidation, mais avec des petits cailloux, par exemple. Enfin, soyons réalistes. Fondamentalement, le problème, et ce qui a été la force de la France, c'est de séculariser le droit. C'est-à-dire de séparer purement et simplement le droit canonique et le droit civil. Moi, ce que je réclame, et ce qu'a fait de toute façon Bourguiba en Tunisie, il reconnaît purement et simplement l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce qu'a fait Atatürk en Turquie, c'est effectivement une sécularisation et d'imposer la laïcité. Vous savez, parfois, eh bien, l'état de droit, c'est d'interdire des partis politiques, vous le dites. Non, mais ce que fait l'Allemagne. Oui. L'Allemagne, dans la loi... Il aurait fallu interdire Enarda en Tunisie. Moi, je pense qu'on doit interdire les partis qui violent les principes fondamentaux, les principes universels. C'est valable aussi bien pour le Front National que pour des partis qui estiment que la femme n'est pas l'égale de l'homme, c'est tout. Moi, je suis fondamentalement une féministe. Et vous savez, mes parents sont de l'autre côté de la Méditerranée et d'Algérie. Vous savez le nombre de morts qu'il y a eu pendant la décennie noire en Algérie ? 300 000. Vous savez que moi j'ai des amis qui étaient en Algérie dont les sœurs étaient médecins. Moi je me souviens toujours d'un de mes amis qui me disait: ma mère regardait ma sœur partir le matin, qui était médecin, elle ne savait pas si le soir elle allait rentrer, elle refusait de mettre le voile, elle refusait de mettre un pantalon. Et quand vous êtes dans ces situations-là, quand vous voyez des artistes qui ont été assassinés, quand vous voyez des journalistes qui ont été assassinés, excusez-moi de vous dire, eh bien on a le sentiment que avec ces Saint-Just disait pas de liberté pour les ennemis de la liberté, j'aurais un peu tendance à penser cela. Merci Jeannette Bougrabe. Ma République se meurt est publié chez Grasset. Merci beaucoup.